Bonjour, bonsoir, bienvenue sur Parlons Voyage, ta chaîne YouTube spécialement dédiée aux questions de voyage. Aujourd'hui, nous allons parler du visa étudiant en Allemagne pour ce qui est de la rentrée de septembre 2023. Mais avant d'arriver là-bas, je m'en vais déjà te rappeler que notre prochaine rentrée de cours de langue, de cours d'allemand est prévue pour le 6 février 2023 à 8 h dans notre campus au Carrefour Messassi à Yaoundé, immeuble Express Exchange en face de la station Total, 3e étage. Nous vous attendons, nous t'attendons, nous espérons que tu seras là, nous espérons que peut-être une de tes connaissances sera là pour pouvoir faire les cours de langue chez nous et bénéficier aussi d'une manière ou d'une autre, et en tant qu'apprenant interne de nos conseils, de notre accompagnement et de notre orientation que nous avons designé plus ou moins, ou bien que nous réservons à ce qu'ils font les cours de langue chez nous. Et alors aujourd'hui, je m'en vais une fois de plus faire une vidéo, comme j'avais fait déjà il y a de cela quelques mois, pour ce qui est de la rentrée d'avril. Je m'en vais aujourd'hui te donner le timing parfait pour arriver en Allemagne en septembre 2023 avec un visa étudiant. Si tu me pour la première fois, moi c'est Landry, je suis étudiant camerounais, je vis à Cologne en Allemagne, j'étudie marketing et j'accompagne les gens qui veulent voyager. Et donc, du coup, au cours des 10 à 15 prochaines minutes, je m'en vais te dire tout ce que tu dois savoir pour que tu ne rates pas ta rentrée de 2023, de septembre 2023, si tu es éligible pour la liste A. Alors, avant de commencer, comme il est de coutume, je te présente aujourd'hui ce livre-ci que je te recommande. Je partage avec toi un des livres de ma bibliothèque et aujourd'hui, le livre que je te présente, il est intitulé Les 700 aveugles de Bafia. C'est une sombre histoire qui a bel et bien eu lieu dans l'histoire du Cameroun et nous sommes autour des années 1930 et nous sommes là dans la région de Bafia où une expérience médicale a tourné au vinaigre. Et des centaines de personnes se sont retrouvées aveugles et c'est la sombre histoire qui aura eu raison du séjour du docteur Eugène Jamot au Cameroun. Alors, l'auteur Moutlon, qui n'est pas son premier roman, parce qu'il a déjà un premier roman, je crois que je l'ai présenté dans l'une de mes anciennes vidéos, je crois qu'il est intitulé Ce qui sort la nuit. Dans ce livre-ci, par contre, il revient justement sur cette histoire-là qui a eu lieu autour des années 1930 et il nous replonge au cœur même de la période coloniale française avec tout ce que ça représentait. Et donc, du coup, c'est une sorte de retour en arrière, une sorte de rétrospective pour pouvoir comprendre un certain nombre de choses. Donc, si tu es intéressé par ce genre de thématique, n'hésite pas à chercher ce livre. Je te le recommande vivement. Tu vas le lire et puis forcément, tu vas comprendre un certain nombre de choses qui pourront t'intéresser. Donc, voilà. S'il faut entrer dans le vif du sujet, le premier point sur ma liste concerne d'abord, on va d'abord présenter de façon générale la liste A parce que pour entrer dans la liste A, il faut un certain nombre de conditions et notamment les conditions majeures, les conditions principales sont plus ou moins directement liées à ta moyenne, à ton profil académique. Donc pour entrer dans la liste A, comme tu le sais très probablement déjà, ou bien si tu ne le sais pas encore, alors voilà, tu es au bon endroit. Il faut avoir une très bonne moyenne. Si tu veux par exemple postuler pour un cycle licence, alors tu devras avoir un minimum 12 de moyenne au baccalauréat. Si tu as fait la section anglophone, tu dois avoir composé au moins 4 papers, 4 matières dans au GCEA, pas au GCEO, au E. Et au E là, tu devras avoir réussi chacune des 4 matières avec minimum un C. Donc un C, un B ou un A, t'es dans la bonne voie. S'il y a des D dedans, ça peut commencer à être compliqué. Donc voilà. Maintenant, voilà, par exemple, si par exemple toi tu n'as pas eu 12 de moyenne et que tu voudrais absolument entrer dans cette liste-là, alors on va par exemple te donner la possibilité d'aller composer l'examen de langue du niveau C1, c'est-à-dire le test TAF, du côté des et si tu réussis cet examen-là, tu entres également aussi dans la liste A. Maintenant, à côté de ça, il y a également les boursiers qui ont le droit d'entrer dans la liste A. Et avec une bourse d'études, tu peux également aussi demander un rendez-vous express dans cette liste-là. Maintenant, à côté de ça,
il y a également aussi pas mal de personnes qui ont la possibilité d'entrer dans la liste A et du moins si par exemple tu veux venir faire un master en Allemagne, alors en plus d'avoir 12 au baccalauréat, on va te demander minimum 13 en licence. Donc ça par exemple aussi, c'est un détail qu'il faut prendre en considération et c'est un détail également aussi, voilà, lorsqu'on s'engage sur la procédure, il faut être au courant de tout ça, sinon le jour que tu iras déposer ton dossier à l'ambassade, on risque de même pas recevoir ton dossier, tu risques de retourner exactement avec tous tes documents et on risque juste d'informer que bon voilà, votre demande est tout simplement irrecevable. Alors en gros, voilà plus ou moins le profil de la liste A. Maintenant, ce que je dirais aussi, c'est que dans la liste A, lorsque tu vas faire ta réservation, lorsque tu vas faire ta demande de rendez-vous, il faudra par exemple spécifier la catégorie dans laquelle tu te trouves spécifiquement. Si je dis par exemple que tu es boursier, il est très fort probable qu'on te réponde peut-être même en moins d'un mois. Alors que si tu dis par exemple que bon voilà, tu as juste eu 12 de moyenne au baccalauréat, alors cette vidéo s'adresse exactement aux personnes qui ont ton profil. Si par exemple tu as 12 de moyenne, si par exemple tu n'as que le test off, ou alors si tu as 12 de moyenne au baccalauréat et 13 de moyenne en licence et que tu voudrais le master, alors cette vidéo elle s'adresse à toi parce que elle concerne ta catégorie de personnes. Regarde-la jusqu'à la fin parce que au cours des 2 prochains points que je m'avais énoncé, que je m'avais développé tout à l'heure, je vais tout te dire pour que tu puisses être dans le bon timing pour la rentrée de septembre 2023. Donc, avant donc de te parler de la prise de rendez-vous stratégique, de la période à laquelle tu devras prendre le rendez-vous pour la rentrée de septembre 2023, je m'en vais d'abord évoquer avec toi un point très important qui est celui des chances d'avoir le visa dans la liste A. Parce que beaucoup de personnes qui nous contactent parfois se demandent s'il est possible, s'il est sûr à 100% d'obtenir un visa lorsqu'on est dans la liste A. Je m'en vais te dire clairement que le visa n'est jamais sûr à 100%. Seulement, le visa étudiant, le visa formation professionnelle est mathématique et mathématisable. On peut anticiper sur un certain nombre de paramètres, sur un certain nombre de possibilités, de probabilités, sur la base d'un certain nombre de facteurs. Si on prend un facteur X et un facteur Y, on fait le produit des deux, alors ça va donner X, Y. Donc voilà, on peut par exemple faire une suite d'opérations comme celle-là, de façon plus ou moins mathématique comme celle-là, pour pouvoir atteindre des résultats que nous aurions anticipés dès le départ. Et donc du coup, ce que je dirais c'est quoi? C'est que être dans la liste A est déjà un grand pas vers le visa. Mais ce n'est pas le seul point qui va faire en sorte qu'on te donne le visa. On peut te refuser le visa pour un détail comme un autre. Il peut par exemple arriver que la personne qui traite ton dossier décide de creuser un peu plus sur ton état civil et décide par exemple d'aller vérifier si bel et bien ton acte de naissance est original. Si la personne, par exemple, supposons par exemple que tu es né dans la mairie de Konsamba 1er, lorsque la personne décide d'aller vérifier là-bas si ton acte de naissance a une souche de ce côté-là, la personne arrive là-bas et on se rend compte que la mairie avait brûlé et que les agendas dans lesquels se trouvait ton année de naissance ont tous disparu. Théoriquement, on ne peut plus prouver que ton acte de naissance est original ou il est faux parce que la souche dans cette mairie-là n'existe plus. Alors, l'ambassade peut bel et bien te refuser le visa parce qu'on ne peut pas prouver ton état civil. Aussi banal que ça. Donc, on ne peut pas anticiper sur les procédures, sur l'issue de la procédure des visas à 100%. Mais ce que je dis quand même, c'est qu'il y a un certain nombre de facteurs qu'on peut éviter, il y a un certain nombre de choses qu'on peut éviter, il y a un certain nombre de choses qu'on peut anticiper. Et c'est plus ou moins le travail que nous faisons à notre niveau. On se rassure juste qu'il y a le moins d'éléments possibles qui pourraient mettre en danger ta procédure, qui pourraient mettre en danger le bonheur qui t'attend le jour que tu reçois enfin ton visa. Mais bon, on n'en est pas encore là. Et ce que je dirais, c'est que voilà, on n'est jamais sûr à 100%, mais on peut tout de même augmenter tes chances pour pouvoir obtenir le visa. Maintenant, pour pouvoir obtenir également aussi ton visa, il y a ce qu'on va appeler le projet d'études qui va entrer en jeu. Tu dois savoir pourquoi tu veux aller étudier en Allemagne, ce que tu veux aller étudier en Allemagne, ce que tu vas faire après ce que tu auras étudié en Allemagne, qu'est-ce que ça va t'apporter personnellement et en quoi est-ce que tu seras plus ou moins utile à la société, à l'Allemagne, au Cameroun et à l'humanité. Et donc, du coup, il est important d'avoir ce spectre complet-là. Et donc,
les personnes dont nous gérons le dossier, notre travail est également de nous assurer que lorsque nous t'envoyons à l'ambassade le jour dit, que tu sois prêt à 100% pour pouvoir, pour que lorsque l'ambassade va revenir vers nous pour dire, ok monsieur, voilà, le traitement de votre demande est complet, vous avez plus ou moins le visa, même s'ils ne le disent pas comme ça directement, que ce soit plus ou moins le cas. Donc, à bon entendeur, salut. Voilà. La question centrale de cette vidéo, c'est la prise de rendez-vous stratégique. Quand est-ce qu'il faut prendre un rendez-vous stratégique? Si tu es dans la liste A, alors ce que tu dois savoir, c'est quoi? C'est que ta demande, elle va durer environ 7 mois. Quand je dis que ta demande, elle va durer environ 7 mois, ça veut dire que lorsque tu prends ton rendez-vous, il faudra t'attendre à ce qu'on te réponde autour de 7 mois après ta demande de rendez-vous. Et donc, il faut anticiper sur la date. Anticiper sur la date, c'est anticiper sur un certain nombre, en prenant en compte un certain nombre de facteurs. Si on parle par exemple du fait que les candidatures dans les universités, pour ce qui est du winter, du semestre d'hiver 2023, auront lieu jusqu'à au plus tard le 15 juillet pour la plupart des universités, alors on peut se dire que voilà, les universités vont certainement, pour celles qui attendent que la période des candidatures soit écoulée pour pouvoir donner les réponses, pour pouvoir donner plus ou moins les admissions, alors on aura forcément les admissions entre le 20 juillet et disons peut-être le 10 août. 20 juillet, 10 août, c'est la période pendant laquelle on aura plus ou moins en gros les admissions. Et donc c'est la période à laquelle tu sauras plus ou moins si tu es admis dans tel ou tel autre programme. Et donc en prenant ton rendez-vous, tu dois avoir cela en esprit et en sachant que, ok, si je prends mon rendez-vous par exemple le 20 janvier, nous tombons à 7 mois, nous tombons exactement le 20 juillet. Et le 20 juillet, si jamais on me répond par exemple entre le 10 et le 30 juillet, on pourrait plus ou moins me programmer peut-être 2 semaines plus tard. Est-ce que si on me programme 2 semaines plus tard, j'aurai exactement déjà tous les documents nécessaires? Parce que supposons par exemple que tu envoies ton dossier dans 2 universités différentes et que les universités, dans les 2 universités, bon, les réponses tardent plus ou moins à venir. Bon, c'est vrai qu'il y a quand même des universités où ça va un peu plus vite, par exemple, comme à Clausthal, il y a pas mal de gens qui passent de ce côté-là où ça va un peu plus vite. Maintenant, ça c'est beaucoup plus pour les personnes avec des profils scientifiques, si je peux dire ça comme ça, les personnes qui ont eu plus ou moins un baccalauréat peut-être D ou un baccalauréat C. Mais pour ceux qui ont eu un baccalauréat A et qui ne peuvent pas toujours placer par Clausthal, il faudrait que vous ayez les pieds sur terre pour pouvoir anticiper un certain nombre de choses. Maintenant, il faut aussi savoir que c'est pas forcément parce que le fait que Clausthal donne facilement les admissions qu'on va donner les admissions à tout le monde. Il y a des personnes qui se sont vues refuser les admissions de ce côté-là. Je parle en connaissance de cause parce que j'ai déjà eu affaire à ce genre de personnes-là. Et donc, du coup, il faut savoir tout cela, il faut savoir prendre tout cela en considération et en sachant donc que, ok, si par exemple on te répond par exemple autour du 25 juillet, est-ce que le 25 juillet, tu auras suffisamment le temps pour pouvoir par exemple trouver, si par exemple il faut trouver une maison, s'il faut trouver peut-être un logement ou une attestation de logement, est-ce que tu auras suffisamment le temps pour pouvoir gérer cela? Maintenant, en passant également aussi à l'ambassade, tu devras plus ou moins aussi essayer de prendre en considération le fait que le traitement de ta procédure peut aller jusqu'à 2 mois. Est-ce que, par exemple, si tu déposes ta demande de visa le 15 août et que normalement l'ambassade pourrait encore te répondre, peut-être jusqu'au 15 octobre, est-ce que cela ne va pas mettre en péril ta procédure? Il y a des universités qui pourraient par exemple te dire que bon voilà, on te signe un document qui t'autorise à arriver au plus tard, par exemple le 25 octobre. Il y a des universités qui vont te dire que si tu n'es pas là le 10 octobre par exemple, tu es out. Il y a des universités qui pourraient par exemple te dire que tu as peut-être jusqu'au 30 novembre pour arriver chez nous. Et donc voilà, d'une situation à une autre, d'une université à une autre, ce sera pas toujours exactement la même chose. Donc il faut voilà, espérer juste que le vent va tourner dans ton sens et que les choses vont plus ou moins bien se passer. Il peut également aussi arriver que tu déposes ta demande même le 15 septembre et que au matin, par exemple, du 2 octobre, qu'on t'appelle ou bien qu'on t'envoie le mail pour te dire, monsieur, passez à l'ambassade, vous déposez votre passeport parce que le traitement de votre procédure est terminé. Donc, en gros, voilà plus ou moins ce que j'avais à partager avec toi dans cette vidéo. Si tu as j'espère que tu auras appris plus ou moins 2-3 choses. Si tu as besoin d'accompagnement, n'hésite pas à nous contacter. Si tu as besoin d'orientation, n'hésite pas à nous contacter. Actuellement, nous vendons 1 heure d'orientation à 25 000 francs seulement. Puis certainement, au cours des mois à venir, ça va augmenter. Donc, pour le moment, nous sommes encore à 25 000 francs. Et donc, nous pouvons nous asseoir pendant 1 heure de temps et te dire exactement tout ce que tu dois savoir sur ta procédure de visa pour l'Allemagne. D'ici à notre prochaine vidéo, porte-toi bien de choses à toi. Ciao, ciao.